Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, l'avantage de tenir nos conversations le mercredi, c'est qu'elles ont lieu au lendemain des élections américaines qui se tiennent en général le mardi. Donc on peut les analyser à chaud. Et c'est ce que nous allons faire bien entendu avec le Super Tuesday d'hier, le 5 mars 2024, même si on ne peut pas dire qu'il est brillé par son suspense ou par les surprises qu'il nous a réservées. Trump d'un côté et Biden de l'autre l'ont emporté comme tout le monde s'y attendait. Je voudrais quand même que vous nous détailliez ces résultats, mais surtout que vous nous parliez de tout ce qui se passe autour de la politique américaine. On peut y aller, Laurence ? On va parler du Super Tuesday, mais le spectacle ne s'arrête jamais dans la politique américaine, vous le savez. Et donc, après Super Tuesday, les médias se tournent déjà vers le discours sur l'état de l'Union qui sera prononcé par Biden jeudi 7 mars. Un point donc sur le Super Tuesday et sur ces histoires de délégués. Comme vous le savez, pour chaque parti, les États, dans ces primaires, vont désigner des délégués qui se réuniront à la convention des partis l'été prochain pour nominer, pour investir le candidat. Du côté des Républicains, on a 2429 délégués exactement à désigner. Il faut donc que le vainqueur en ait la moitié, c'est-à-dire 1215, pour l'emporter. Trump n'y est pas encore complètement, mais il n'y a pas de suspense, vous l'avez dit, il va très certainement les avoir. Côté démocrate, il y a quasiment 4000 délégués, 3933 très exactement. Il en faut donc 1968 pour emporter la nomination. Là encore, Biden va certainement y arriver. Il y a une petite spécificité, c'est que si jamais une majorité ne se dégage pas au premier tour de scrutin lors de la convention du parti, on ajoute alors dans le mix 739 superdélégués. Il s'agit de VIPs du parti qui n'ont pas été élus lors du processus des primaires. Et c'est un moyen assez malin de tempérer la volatilité du vote des militants du parti, qui sont souvent assez radicaux, en ajoutant dedans un certain nombre donc de cadres du parti. Et ça, c'est valable uniquement pour le Parti démocrate, non ? Oui, absolument. Sachant 3 points pour préciser les choses, que d'abord, les règles, elles dépendent des deux partis, donc elles changent en permanence. Là, ce que je vous dis, c'est pour 2024. Deuxième chose, dans les États, les délégués sont attribués soit d'un bloc, soit à la proportionnelle, donc il faut regarder ce qui se passe. Et puis, dernièrement, je le dis aux auditeurs, il ne faut pas confondre tous ces délégués et superdélégués dont on vient de parler, et qui donc ont un rôle dans les conventions des partis, avec les grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont ceux qui sont désignés pour l'élection du véritable président au mois de novembre, à la fin de l'année. On a le temps d'en reparler et de nous mettre les idées au clair avec votre aide, bien entendu, d'ici à novembre. Mais pour ce qui est des résultats du 5 mars, on l'a dit en introduction, pas de suspense, pas de surprise, Trump et Biden ont remporté l'essentiel des délégués. C'est tout à fait exact, mais il faut quand même dire que Trump et Biden rencontrent chacun des contestations. Côté républicain, par exemple, Nikki Haley a d'ailleurs remporté l'État du Vermont. Alors un État plutôt démocrate, c'est l'État de Bernie Sanders. Oui, alors Bernie Sanders, c'est quand même l'aile gauche du Parti démocrate. Elle avait aussi gagné le district de Columbia contre Trump il y a quelques semaines. Nikki Haley, très clairement, elle se positionne pour 2028 et il faut quand même voir qu'à l'heure actuelle, elle est l'une des rares, peut-être la dernière républicaine à oser défier Trump en public lors des interviews ou lors des meetings comme celui-ci, c'était mi-février. He lost in 2018, he lost in 2020, he lost in 2022, and he continues to lose. How many more times do we have to lose until we start to say, maybe he's the problem? Oui, concrètement, Nikki Haley l'a dit, si j'ai bien compris, que Trump est un loser et que c'est lui le problème du Parti républicain. Mais revenons au Parti démocrate. Biden, là encore, fait face à des contestations venues de la gauche, on le sait. On en avait parlé la semaine dernière à propos du Michigan, et des contestations qui lui reprochent en particulier une approche non équilibrée du conflit à Gaza, trop du côté d'Israël en quelque sorte. Oui, et ça s'est confirmé lors du Super Tuesday dans le Minnesota, par exemple. Biden n'a reçu que 70% des suffrages. On a vu 19% des électeurs démocrates mettre un bulletin non-committed, non engagé dans l'urne. Ces bulletins correspondent sans doute à ces appels à demander plus d'équilibre à l'administration Biden dans son traitement donc de la guerre entre Israël et le Hamas. Attention, c'est un scrutin majoritaire dans le Minnesota, donc Biden a quand même remporté les 28 délégués qui étaient en jeu.
Il faut quand même remarquer que la leçon du Michigan de la semaine dernière a sans doute été tirée. Kamala Harris, la vice-présidente, a défendu la cause palestinienne un peu plus fermement ces derniers jours. Elle a appelé à un cessez-le-feu, elle a appelé à plus d'aide humanitaire et même elle a reçu Benny Gantz, qui est un politicien israélien modéré qui fait partie du cabinet de guerre de Netanyahou, mais enfin qui est quand même un opposant au Likoud. Oui, à la grande fureur de Netanyahou d'ailleurs, cette réception. Mais quelles sont les autres actualités sur la campagne américaine ? Eh bien, il y a quelque chose de très important qu'on attendait ces derniers jours. La Cour suprême s'est prononcée sur l'inéligibilité ou non de Trump, vous savez, au titre du 14e amendement. Et comme on pouvait s'y attendre, elle a rejeté cette inéligibilité de Trump. À noter que 9 juges ont voté contre unanimement. Pourquoi cette unanimité ? Parce qu'en réalité, les 9 juges de la Cour suprême ont décidé que ça ne pouvait pas être un État fédéré, en l'occurrence le Colorado, qui décidait de l'inéligibilité ou non d'un candidat à la présidence. C'était trop important, il fallait que ce soit décidé au niveau fédéral. Et donc, ils ont rejeté cette décision d'un seul État, qui était le Colorado. Le Maine et l'Illinois avaient pris des décisions similaires, mais pour la Cour, ça revient au même. Il faut que ce soit décidé au niveau fédéral par le Congrès, si j'ai bien compris. Et bien là, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué. Ça pourrait être décidé par la Cour suprême si elle le souhaite, mais en l'occurrence, la Cour a été plus loin et a décidé que cet article 3 de l'amendement 14 ne pouvait pas être appliqué en l'état. Il fallait que le Congrès le mette en musique, si vous voulez, par une loi beaucoup plus précise dans l'avenir. Cette loi n'existe pas, donc pour l'instant, cet amendement ne pourrait pas être appliqué, quelle que soit la situation. Et là, il y a un débat juridique, constitutionnel beaucoup plus vif qui se joue avec des désaccords entre les juges. Si vous voulez, les 9 juges ont voté pour conserver l'éligibilité de Trump en novembre prochain, mais ils ne sont pas d'accord sur le fait que le Congrès doive maintenant adopter une loi précisant le 14e amendement. On a vu d'ailleurs les 3 juges progressistes qui restent à la Cour, Elena Kagan, Sonia Sotomayor et Ketanji Brown Jackson, dire leur désaccord avec force à l'issue de la séance de la Cour de lundi. Résultat des courses, Trump ne peut pas être déclaré inéligible par un État, donc cette voie-là est fermée. La voie constitutionnelle, de manière générale, paraît très difficile à mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce qui peut encore se mettre dans le chemin ou sur la route de Trump ? Il reste la question de son immunité dans l'affaire de l'insurrection du 6 janvier. Alors ça ne le rendrait pas inéligible, mais c'est l'histoire de ses avocats expliquant aux juges, essayant de faire admettre aux juges que comme Trump était président lors des événements du 6 janvier, il ne peut pas être tenu pour responsable de ce qui s'est passé parce qu'il bénéficierait d'une immunité. On a eu une cour de district fédéral qui a dit que c'était complètement n'importe quoi, mais l'affaire est maintenant devant la Cour suprême. Et elle a fait savoir qu'elle entendrait les plaidoiries la semaine du 22 avril et qu'elle rendrait sa décision ensuite, en mai ou en juin. Donc ce procès sur la responsabilité de Trump dans les événements du Capitole, quasiment un coup d'État aux États-Unis, ce procès-là, il est repoussé ? Oui, il était question qu'il commence en mars, mais toutes les préparations pour ce procès sont interrompues tant que la Cour suprême n'a pas répondu sur la question de l'immunité. Le procès ne pourra pas se tenir vraisemblablement avant le mois de septembre. Bien évidemment, ça avantage Trump. Et c'est d'ailleurs ce qu'il voulait. Mais il reste les autres procès. Il y en a un qui démarre le 25 mars, on en est sûr, c'est le procès Stormy Daniels. Là, ce qui est en cause, c'est le bidouillage des comptes de campagne de Trump pour planquer les paiements qui étaient faits à cette Stormy Daniels pour acheter son silence, pour ne pas révéler la liaison sexuelle qu'elle avait eue avec Trump. Oui, ça c'est une affaire qui date de 2016. Et puis, il y a aussi le procès sur les documents classifiés que Trump n'a pas voulu rendre. Celui-là, il pourrait commencer le 20 mai. On s'y perd un peu dans les procès de Trump, mais enfin, il y en a quand même un dernier, il me semble, qui est celui sur les pressions exercées sur les responsables de Géorgie, on se souvient de ce coup de téléphone, pour trouver 12 000 voix et renverser le résultat de l'élection dans cet État. Là-dessus, on en est où ? Oui, alors ça, c'est le 4e des procès liés aux actions de Trump en tant que président. Sur ce procès de Géorgie, il se passe aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé dans le New Deal. Il y a, depuis quelques mois, une affaire romantique entre la procureure Fannie Willis, chargée de porter l'accusation contre Trump, et un procureur spécial qu'elle a embauché pour travailler sur cette affaire, qui s'appelle Nathan Wade. Les avocats de Trump hurlent au scandale devant cette relation extra-professionnelle et demandent la disqualification de la procureure et du procureur spécial. Là encore, il s'agit d'essayer de retarder le début de ce procès.
Passons maintenant au discours de l'État de l'Union que vous mentionniez en introduction et que doit prononcer demain le président Biden. C'est quoi les enjeux sur ce discours ? Le discours sur l'état de l'Union, il sera donc prononcé le 7 mars. Il est en préparation depuis des mois. Il y a un énorme enjeu parce que c'est pour Biden l'occasion de prononcer un discours, un projet de politique générale devant tous les États-Unis. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de meeting de campagne XXL qui lui est offert. Il va pouvoir donc porter un projet, j'y reviens. Il faudra aussi qu'il le porte de manière vive, énergique, sans bafouiller, etc. L'occasion de montrer aux Américains qu'il n'est pas du tout sénile. Qu'il est fit for office. Absolument. Donc sur le fond, il va pouvoir porter sa défense de la démocratie, parler de son bilan économique, parler un peu de tech, et on pense qu'il va parler beaucoup d'intelligence artificielle, expliquer son projet de politique étrangère. Et puis, il y aura aussi des choses un peu plus précises. En ce moment, l'actualité à la Maison-Blanche, c'est l'effort que porte l'administration Biden pour faire baisser les commissions des cartes bancaires. C'est vraiment quelque chose de très important pour les ménages américains. Il parlera sans doute aussi du droit des femmes. Et là, j'en profite pour signaler que, à l'issue de l'arrêt Dobbs, vous savez, lorsque la Cour suprême a supprimé la garantie fédérale du droit à l'avortement, on a 3 États américains qui ont inscrit ce droit dans la Constitution avant la France cette semaine. Ce sont la Californie, le Colorado et le Vermont. Eh bien, nous passerons cette information à Yael Braun-Pivet et à Mathilde Panot. Je suis sûr qu'elles en feront bon usage. Je vous remercie pour ce nouvel épisode et ce nouvel update de la campagne américaine qui se réchauffe et qui devient de plus en plus intéressante. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.